Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous avez bien fait de veiller un peu plus tard ce lundi. On vous a concocté, vous allez le voir, un menu assez corsé ce soir. Il a mis le temps pour mijoter. C'est pour ça que nous passons un peu plus tard ce soir avec la même équipe, ou presque. On revient avec une équipe qui gagne et avec quelques renforts, puisque comme Gourcuff, on a besoin de renforcer la défense, vous allez le voir. On garde toujours le même coach, c'est Nordin Saadi qui est... je vous laisse le choix, le parrain, le coach, le patron de l'émission. En tout cas, vous êtes là comme tous les lundis et fidèle au poste. Merci, bonjour tout le monde. À côté de vous, on a sorti Hadj Adlan qui a pas assuré son capital but et on a mis un défenseur à la place. C'est Zid Ahmed Khadis qui est avec nous ce soir. Merci Zid Ahmed d'avoir accepté l'invitation de FaceFoot et ravi de vous voir rejoindre l'équipe. Merci à vous et c'est toujours un plaisir de revenir sur DLTV et content de revoir tous vos consultants et même le coach Saadi. Merci. En face de vous, vous allez voir, c'est une équipe assez coriace. Ils ne savent pas trop jouer au foot, vous allez voir, mais ils en parlent tout le temps, un peu trop peut-être. On va commencer par compétition. El Afir Habib qui est avec nous ce soir. Salut El Afir. Bonsoir. À côté de vous, il revient de son périple ou son pèlerinage, je ne sais pas, il va peut-être nous le raconter en fin d'émission. C'est Jamel Rachdi qui... Disons une petite escapade. Escapade. Alors, on vous a laissé partir une petite semaine pour souffler. Après cette déception à la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez fait l'impasse sur le retour de FaceFoot et vous êtes là, toujours sur ce plateau. Merci. Avec grand plaisir. Jamel, d'être là. À côté de vous, également, Amine Thierman de la rédaction de DLTV. Je vais y arriver après un gros week-end et on va dire une qualification. On va en parler tout à l'heure de l'USMA d'Alger. C'est peut-être un des rescapés des clubs algériens. Il y a eu un club qui est passé à la trappe, c'est le Mouloudia. L'Elma qui réussit son passage. Et puis Chlef. 3 sur 5. Chlef qui a eu le bonheur de recevoir en aller et en retour. Je pense que c'est presque historique en compétition africaine et qui passe au prochain tour. On va en parler. Amine Thierman, on va parler surtout de ce qui s'est passé cette semaine. Vous le savez, c'est la Newsweek. On regarde et on en reparle tout de suite après. L'événement de cette semaine est sans doute l'affaire Nabil Fekir et son fameux choix qui continue de prendre de l'ampleur en Algérie, tout comme en France. Une polémique est née sur le maillot que va porter le Messi de l'Olympique lyonnais, surtout après ses dernières déclarations qui n'ont fait qu'entretenir le suspense. Des propos qui ont créé le buzz et qui ont fait même surgir le héros d'Omdurman, Antar Yahya, qui en a profité pour passer un petit message aux joueurs sur son compte Twitter. Il a posté une photo regroupant les anciennes gloires de l'équipe du FLN avec une légende qui dit « Des gens qui n'ont pas réfléchi longtemps avant de dire oui ». Un message qui sera sans doute difficile à déchiffrer par Nabil Fekir. Le suspense reste entier, mais plus pour longtemps. L'Algérie ou la France, le choix de Fekir sera connu sans doute cette semaine. Sortie médiatique de Olidou cette semaine, un contrat en grande pompe avec le club mythique du Real Madrid signé dans la capitale espagnole ce vendredi. L'opérateur qatari contre-attaque après avoir perdu du terrain au niveau national avec le championnat algérien et l'image de l'équipe nationale repris après le mondial par le conquérant historique Mobilis. Le foot est-il le nerf de la guerre médiatico-économique des opérateurs téléphoniques, grands bailleurs de fonds du football national? Une chose est sûre, la bataille est ouverte. La révélation de la saison 2014-2015 de la Ligue 1 Mobilis, c'est sans doute le Mouloudia de Béjaïa, un club avec un petit budget qui a réussi à s'imposer dans la cour des grands. 2 années seulement après son accession en Ligue 1, le MOB a réussi à s'imposer comme une force de frappe inestimable dans le championnat national. Lors de la dernière journée encore, les Crabes ont tout simplement déplumé avec l'art et la manière l'aigle noir de Ain El Fouara, champion d'Afrique, en l'humiliant 3-0. Un succès qui a permis au MOB de s'emparer en solitaire du fauteuil de leader. 9 journées seulement séparent les Crabes de la Soumam, soutenus par leur 12e homme, de leur premier titre historique en Ligue 1. Dans le cas contraire, les annales du football national retiendront pour longtemps le parcours très honorable de cette équipe qui a réussi à se mesurer au grand du championnat.
Le retour de l'enfant prodige, c'est comme ça qu'on peut appeler le retour de Boualem Sharef à la maison de l'ESM El-Harrach. Sharef dirigera donc de nouveau la maison Harrachi, dans laquelle il a passé 5 saisons avant de la quitter pour tenter une expérience au Mouloudia d'Alger, qui n'a pas duré longtemps, suivie d'un court passage de l'ESM Belabès. Même si son retour a divisé les Harrachi entre pour et opposants, le souhait du président Mohamed El Aïb était de le voir reprendre les commandes du club, et c'est finalement ce qui s'est passé. Un nouveau challenge attend donc Boualem Sharef, qui a pour mission remettre l'USM El Harrach sur les rails, après une saison en deçà des attentes du club algérois et de ses nombreux supporters. Voilà donc tous les événements footballistiques qui ont marqué la semaine. On va commencer par l'affaire Fekir bis repetita, avec une semaine encore où on a fait que parler de lui dans les médias algériens et les médias européens. Une sortie médiatique notamment du sélectionneur français Didier Deschamps sur RMC qui n'a pas, si on fait une lecture, montrer son désintéressement total du joueur, même s'il a fait dans la langue de bois extrêmement intelligente et j'allais dire politiquement correcte. C'est plutôt peut-être Fekir qui laisse planer le suspense. Alors messieurs, on va commencer par, j'allais dire, le comportement de Fekir. Est-ce que dans ce cas de figure, il faudrait... Et je regarde Sidi Ahmed, Khadis, je vous lance la balle, c'est ça le jeu de face-foot, hein, je vous mouille. Il y a eu le Twitter de Antar Yahya, qui a été un joueur qui n'a pas forcément tergiversé. Certains diront peut-être qu'il n'avait pas sa place en sélection française, c'est pour ça que son choix était facile. En tout cas, lui, son choix était clair dès le départ. Et il a lancé ce tweet. Je l'ai appelé cet après-midi à Antar et il me disait « Je ne l'ai pas forcément tweeté, ce tweet forcément pour Fekir. J'ai visé beaucoup de joueurs, peut-être certains qui sont déjà en sélection. Mais un joueur comme Fekir qui met du temps un petit peu avant de se décider, est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de communiquer ? Peu importe son choix. Pour la France, peut-être c'est un peu plus facile, mais pour l'Algérie, ce sera un peu plus compliqué. » Oui, certes, déjà, comme vous l'avez dit, je pense que Antar Yahya, dans son tweet, ne visait pas forcément Fekir, qui aujourd'hui a dit clairement qu'à un moment donné, il ferait son choix, il ferait le choix qu'il verrait qui serait le plus intéressant pour sa carrière. Il a dit pire que ça. Sidi Ahmed, il a dit « J'ai fait mon choix ». Mais il l'a pas encore. Mais il ne le dévoile pas. Voilà. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il sait pour qui il va jouer. Et dans un autre sens, moi, je rejoins Antar Yahya. C'est-à-dire que l'ancienne génération, quand je parle de Antar Yahya, je parle aussi de Ziani, je parle aussi de Bouguera, je parle aussi de Belhadj. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont vraiment pas tergiversé à choisir l'Algérie. Et on se souvient que quand l'Algérie allait très mal, et c'est-à-dire qu'on n'arrivait même pas à se qualifier en Coupe du Monde, on n'arrivait pas à jouer une Coupe d'Afrique, ces joueurs-là étaient présents. Donc à ce moment-là, il faut se dire que c'est des joueurs qui vraiment ont voulu jouer pour l'Algérie et ils l'ont démontré à maintes reprises. Ziani, il était arrivé, je me rappelle, en sélection U23. Donc même pas en... Bouguera. Oui, tout comme Bouguera. Je me rappelle Bouguera. Il y avait, je vous raconte une petite anecdote, il y avait Abdallah Zarabi qui se mariait à l'occasion. Et Bouguera, moi j'étais invité, Bouguera était venu avec lui. Donc on en avait discuté un peu, il me l'avait présenté. Il m'a dit il intègre l'équipe nationale, il joue à Grenoble. Donc c'est pour vous dire que peut-être que Antar Yahya ne vise pas uniquement Fekir, qui, par rapport à cette nouvelle génération, aujourd'hui, je pense que l'Algérie n'a rien à envier aux autres sélections européennes, que ce soit la France ou un autre joueur qui joue pour une autre sélection en Europe. D'ailleurs, en Coupe du Monde, juste pour comparer, entre la France et l'Algérie, quoi, on a été à un palier, juste à un palier différent de la France. La France est passée en quart. Oui, si non, on est allé en 8e, mais la France a pu se qualifier face au Nigeria, si je me rappelle bien. On a failli les retrouver en quart de finale. On a failli les retrouver en quart de finale, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, on retrouvait la France. Donc c'était un palier au-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu les moyens qui sont mis à la disposition de l'équipe nationale et vu tout ce qui encadre l'équipe nationale par rapport aux moyens techniques et diplomatiques, financiers, tout ce qui va de soi, je pense que Fekir ferait mieux de faire son choix très rapidement parce que même si vous l'avez dit par rapport à Didier Deschamps qui avait... un peu avec diplomatie, qui a fait dans la langue de bois, qui avait dit que... En disant le choix lui appartient. Exactement, et que je n'appellerai pas Fekir
pour l'obliger à jouer pour la France et ne pas jouer pour l'Algérie. Donc à mon avis, le choix il est déjà fait pour Fekir. Et je ne sais pas pourquoi il tergiverse. On a vu son père aussi déclarer que le président... En fait, ils ont joué, j'allais dire, ils ont joué au Starsky Hutch, le bon flic et le flic gentil, le flic méchant. Le papa disait qu'il voulait jouer pour l'Algérie et son fils... C'est-à-dire qu'il y a deux discours différents. Aujourd'hui, on ne sait plus qui croire. Et là, c'est un peu confus. C'est pour ça que je vais me diriger vers le coach. Parce que lui, je vais lui mettre sur un plateau d'argent le comportement de la presse. Parce qu'en fait... ce qu'on lit tous les jours quand on ouvre le journal, que ce soit pour Compétition, mon voisin de droite, ou pour le buteur, ou pour Maracana, je parle des journaux spécialisés. Il fait bon d'écrire sur Fekir en ce moment, ça fait vendre, c'est vrai. Je sais que l'affaire va se défendre dans quelques instants parce que c'est vraiment le joueur sélectionnable du moment. Et je dirais même qu'en France, c'est peut-être le joueur le plus en vue pour être sélectionné. C'est peut-être le joueur le plus proche. Sur un plan technique, purement technique, je pense que Fekir apporterait beaucoup à l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'au vu des qualités qu'il pourrait et éventuellement ce qu'il pourrait apporter avec Slimani en attaque, c'est quelqu'un qui donnerait... Je le vois qui hoche la tête, Saadi, et avant même qu'il ouvre la bouche, moi je suis d'accord avec lui. Techniquement, il est bon, il est même très bon. Le fait qu'il tergiverse, c'est parce qu'il sait qu'il est très proche de l'équipe de France. Oui, beaucoup de joueurs algériens, Nordin, comme Brahimi, comme Ferrouli, comme Yebda avant, n'ont jamais été aussi proches de la sélection que l'est Fekir actuellement. Il est peut-être aussi proche que l'a été Benzema avant d'intégrer l'équipe de France. Et Benzema a fait son choix à l'époque de Cavalli. Est-ce qu'un joueur comme celui-là qui ne montre pas publiquement et devant la presse son intérêt et son choix, est-ce que c'est un joueur qui mérite forcément l'attention et forcément l'intérêt? Je ne parle pas de la presse, je vous laisse vous en charger, vous le faites très bien chaque semaine. Je parle de la Fédération algérienne de football. Moi, je trouve que c'est ridicule, franchement, de courir derrière quelqu'un qui ne se décide pas. J'attendais cette réponse, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis content qu'il le dise. Non, mais écoutez, je suis un adepte dans ma vie du coup de foudre, dans tout. Quand il n'y a pas de sentiment dans une affaire, elle se termine mal. Et puis, je suis aussi d'accord avec les règlements qui existent dans les équipes de football. Quand un joueur émet des réserves ou un vœu de partir, ça y est. Qu'il soit il faut le lâcher, au Barça, qu'il soit, ça y est. Il a lâché sentimentalement le club, on doit le lâcher. Quel que soit son niveau. Là, vraiment, ne parler que de lui, etc. Il le sait. En principe, dès les premiers mois, voir ou entendre autant d'amour, autant d'expression, de bons sentiments, eh ben, moi j'aurais ouvert les bras. Il ne l'a pas fait. Moi, franchement, je souhaiterais qu'il ne vienne pas. Parce que je trouve aussi vraiment, disons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ridicule qu'on insiste comme si c'était un champion d'un sport individuel qui allait représenter l'Algérie, qui allait porter le drapeau. Voilà. Mais ce n'est pas un sport individuel. Fekir ne serait qu'un joueur dans une équipe. Dans un effectif, oui. Eh bien, le fait qu'il ait tergiversé autant, je pense que même le groupe ne l'accepterait pas. On va rester dans la fiction, dans le foot fiction. Si jamais il bascule pour l'Algérie, est-ce que vous pensez qu'il peut déséquilibrer le groupe actuel ? Avec le feuilleton qu'il vient de faire avant de venir. Écoutez, dans le foot maintenant, dans le foot où il n'y a que l'argent et l'hypocrisie, je pense que non, il y aura beaucoup plus, il y aura une fiesta déguisée. Des gens comme moi seraient dégoûtés, déçus qu'ils viennent. Vous n'êtes pas dans le staff, donc vous pouvez être dégoûté. Voilà, mais il y en a beaucoup comme moi qui ont encore l'amour du pays, qui ont encore le respect de la représentation du pays, et on ne le fait pas par défaut. On ne le fait pas par-dessus la jambe. Je regrette infiniment. Oh, il en prend plein la tronche, Fekir, avec Saadi. Messieurs, écoutez, c'est pas possible. Écoutez, même dans les compositions d'équipe, c'est incroyable. Moi, j'ai vu la dernière fois un joueur qui a 7 points de suture, et je vais jouer avec une seule jambe, et je vais... Mais écoute, mais c'est pas normal.
Écoutez, c'est à l'entraîneur de décider. Il y a quelqu'un qui est mal, il est à la touche. Il y a quelqu'un qui le remplace. Maintenant, c'est une sélection, il y a quelqu'un qui tergiverse, il reste chez lui. On a mieux. Écoutez, il y a aussi le fait, ce qu'on appelle la forme sportive actuelle. Tous les gens parlent de lui parce que c'est une vedette naissante. Et puis, tout le monde est derrière l'idée que veut fabriquer Aulas, Monsieur Aulas, de ce joueur. Parce que ce joueur n'a pas encore confirmé pour moi, parce que la seule confirmation, c'est la stabilité de prestation. C'est ce qu'a dit Deschamps, il n'a que 6 mois. Ben il oui. que 6 mois de pro. Ben vraiment. Donc maintenant, ce bonhomme-là, on le montre. Mais écoute, Jamel, ça me rappelle Sekdour. Un excellent joueur qui était cadet deuxième année. Ouais. Et puis on commençait à le gonfler, à l'envoyer à l'Inter de Milan, je ne sais pas quoi. Qui parlait de lui, Sekdour. Ben voilà. Avoir joué avec lui en équipe nationale. Ben voilà. Tout le monde le voyait comme. Alors, messieurs, on va voir le côté de la presse qu'ils en pensent. D'abord, on veut un côté journalistique du traitement de l'affaire, c'est ce qu'on appelait l'affaire Fekir, viendra pas. Et puis votre sentiment personnel de ce suspense qui ne dit pas son nom. Ben, je commencerai par mon avis personnel. Moi, je me mets en... Moi, je suis contre cette hystérie qui s'empare subitement des Algériens. Laquelle? Cette hystérie nationalo-démagogique. L'Algérie, plutôt le monde de 2015, ce n'est pas le monde des années 50. Aujourd'hui, ce jeune garçon de 20 ans, qui n'a aucune relation avec l'Algérie, d'ailleurs quand il parle de l'Algérie, il parle toujours de son père, il dit toujours que mon père a vécu là-bas 20 ans. C'est-à-dire qu'il connaît l'Algérie à travers son père. C'est quelqu'un qui se retrouve subitement sous les moi, je suis pas d'accord avec vous. On avait un reportage exclusif sur DRTV hier où Fekir vient régulièrement chez lui, dans son village. Il est né en France. Il a été formé en France, il joue dans un club français. Il subit plus de pression de la part des Français que des Algériens. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il a tous les droits. La FIFA lui offre ce droit de choisir entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas parce que demain il va choisir la France qu'on va dire de lui que c'est un traître, un harki ou je ne sais pas quoi. Ce n'est que du football, ce n'est que du sport. Il faut se relativiser. Il faut avoir quand même un peu de aimer son pays, c'est justement ne pas sombrer dans cette hystérie. On va faire croire au monde que ça y est, on ne peut plus former de joueurs, on ne peut pas avoir une équipe nationale sans ces joueurs-là. Qu'il fasse son choix dans la sérénité la plus totale, quel que soit son choix. Là n'est pas la question. Le problème, je l'ai dit, c'est un piège dans lequel on est rentré, il faut l'avouer, depuis des années. On a cessé de faire de la formation, on a cessé de croire. C'est-à-dire, c'est unique dans le monde. Imaginez que c'est un boulanger qui subitement ne sait plus faire du pain. C'est-à-dire le pays qui a fabriqué des Makhloufi, des Madjer, des Assad, des Belloumé, j'en passe. C'est rare, hein. Ça court. Les deux Khadis. Ça court pas. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent qui peuvent s'enorgueillir d'avoir tous ces joueurs à la fois. Donc, c'est-à-dire il faut avoir un peu d'humilité, un peu de. C'est-à-dire la faute est à nous, pas à lui. Bien sûr, la faute est à nous. Pourquoi on fait toute une histoire à cause de Fekir, alors qu'on peut avoir des Fekir en Algérie? Et aussi, c'est-à-dire on est rentré dans un double jeu, on est devenu sadomaso, c'est-à-dire soit il nous choisit, on est content, soit il ne nous choisit pas, donc c'est lui le mauvais, c'est lui le méchant, c'est lui l'antinational, etc. Il faut sortir de ce piège. Alors, après les 50 nuances de Habib, on va passer... Y a-t-il une vie après Fekir? Bien sûr qu'il y a une vie. Il y a une vie après Fekir. Voilà. Parce qu'on va passer à autre chose. Moi, je partage un petit peu, quelque peu l'avis de l'affaire. Je me dis que ce joueur, il est libre. Il est libre de faire le choix qu'il veut.
C'est un joueur qui évolue. C'est-à-dire qu'on ne lui ôte pas son algérianité. On n'a pas le droit de lui enlever son l'algérianité. La nationalité algérienne ne s'octroie pour des raisons bien précises. Et il y a une déchéance de la nationalité dans des cas très très graves de haute trahison, etc. Et ça ne s'est jamais fait. Alors pour un joueur qui vient et qui joue un peu sous le feu de la rampe, qui ne sait plus où donner de la tête, je crois qu'il faut le laisser réfléchir seul et prendre la décision qu'il veut. De toutes les manières, il vaut mieux ne pas épiloguer trop sur cette question et passer à mieux. Parce que ce joueur, s'il vient, il vient marhaba, s'il ne vient pas, ben tant pis. Ce sera son choix. L'Algérie aura peut-être, j'ai bien dit peut-être, perdu un joueur. Mais ce ne sera pas le premier joueur à avoir perdu. L'Algérie se porte bien sur le plan technique maintenant, l'équipe nationale. Je crois que c'est vrai que, comme l'a dit Sid Ahmed, il pourrait apporter un plus au plan technique. Mais venir avec... il ne faut pas qu'on revienne encore aux histoires de Lassène. Parce que Lassène a fait pratiquement la même chose. Hein. Il faut qu'il réfléchisse. C'était une période assez délicate avant la Coupe du Monde. Mais maintenant, ce joueur est libre de choisir la carrière qu'il veut se donner. On va terminer avec Tirman. Il faut que tu te mouilles, Amine. On va voir si tu as le même avis que tes collègues. Parce que, bon, il y a le camp contre et puis on voit le camp journalistique qui est un peu plus compréhensif par rapport au choix de Fekir. Franchement, personnellement, j'aimerais pas être à sa place déjà. Franchement, parce qu'une décision pareille, ça se prend pas. C'est pas facile de prendre une telle décision. Pour la simple, je respecte beaucoup ce qu'a dit Antar Yahya. Il a entièrement raison sur. Mais il n'y a pas de comparaison à faire par rapport ni à la génération de Makhloufi, qui étaient des héros, ni par rapport à sa génération. C'est vrai que Bougra, lui et Ziani, c'était des bons joueurs, mais on n'a jamais eu un joueur qui était aussi proche de l'équipe de France comme Nabil Fekir. Et bon, il y avait Kamel Meriem, mais ce n'était pas la même chose, ce n'était pas la même fédération, il n'y avait pas les moyens, c'était pas les mêmes moyens de notre fédération, la fédération algérienne de football. Il y avait Ben Arbia qui était au top et qui a espéré longtemps avant Nabil Fekir, il faut se mettre à sa place, c'est-à-dire que maintenant, comme on a dit à la Habib, on est en 2015. Bon, tout à l'heure, Amin Beroual, notre collègue, m'a dit un truc qui m'a franchement attiré, c'est même s'il vient, c'est pas lui qui va nous faire remporter la Coupe du Monde. C'est pas grâce à Nabil Fekir qu'on va demain en 2018, on va pas remporter la Coupe du Monde grâce à Nabil Fekir. Je rejoins la Habib par rapport au fait, c'est vrai qu'on est en 2015 et que ça reste du sport. Ça reste du sport. Donc s'il fait le choix d'opter pour la France, je ne dis pas qu'il faut être compréhensif, mais il faut passer à autre chose. Quelqu'un m'avait dit Zinedine Zidane a choisi la France et sa cote d'amour en Algérie n'a jamais baissé pour autant. C'est vrai. C'est vrai, on ne s'est jamais posé la question pourquoi Zidane n'avait pas choisi l'Algérie, on n'est jamais parti le chercher. Il a écrit son histoire personnelle de footballeur et il a fait son histoire à lui. On épilogue sur un joueur. Pourquoi on n'épiloguerait pas sur un docteur en génie nucléaire qui a choisi un autre pays pour aller vivre? Parce que c'est moins populaire, Djemal Rachdi. Non, mais qui est moins populaire que le foot. Non, l'apport de ce docteur en génie nucléaire pour le pays d'adoption est beaucoup plus important que la petite carrière que va faire Fekir en Algérie ou ailleurs. Elle est beaucoup plus longue en termes de carrière. Donc peut-être qu'il fera, il donnera de la joie peut-être au peuple, mais l'autre aussi, il est en train de donner encore un peu. Si on fait, rapidement, en termes d'utilité, en termes d'utilité, bien sûr. Si notre économie copiait ou faisait ce que fait M. Raourawa à la fédération, ou notre médecine, nous aurions sauvé le pays. Je suis obligé de nos véritables rapidement. Si on doit se mettre à la place de Fekir, je sais maintenant, il pense à Zinedine Zidane, il pense à Karim Benzema et Samir Nasri et la carrière qu'ils ont fait. Et il pense à son patron, qui lui met la pression aussi. Exactement, parce que si il opte pour la France, il faut dire ce qu'il en est. Il ne faut pas être hypocrite comme l'a dit Rafik Habib. S'il opte pour la France, il va décrocher un contrat dans un grand club. Il n'a que 20 ans. Parce que Boudbouz avait 19 ans, pardon. Boudbouz avait 19 ans quand il a choisi l'Algérie. Non, il ne faut pas. Oui, mais il a eu des problèmes en France. Il a eu des problèmes par la suite. Excusez-moi, je comprends pas un truc. C'est que aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a toute une polémique sur Fekir qui
tergiverse à choisir l'Algérie, entre l'Algérie et la France, alors qu'il y en a qui l'ont fait avant lui. Roulem l'avait fait avant lui. Pourquoi les gens ont la mémoire courte? Roulem l'avait fait avant lui, Taider l'avait fait avant lui. Ils ont tardé à choisir l'Algérie. Ils n'étaient pas sûrs de jouer pour l'Algérie parce qu'ils attendaient. Moi je suis sûr, je suis joueur, je comprends. C'est-à-dire que si demain il choisit de jouer pour la France, sa cote elle va tripler. C'est-à-dire que sur le marché des transferts, on l'a dit, entre 12 millions d'euros, il passe à 24 000, 25 000 euros. Il passera à 45, 50 000 euros. Donc, mais sur un plan technique, moi je parle sur un plan technique, aujourd'hui Fekir peut apporter énormément à l'Algérie. C'est-à-dire que ce qu'il arrivait à faire en Ligue 1, en France, en seulement 6 mois, à son âge, c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est exceptionnel. Alors, messieurs, je vois pourquoi ce dossier et cette affaire Fekir fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, Mehdi Haddad va me dire on a pris combien de temps pour ce premier sujet? 26 minutes alors qu'on devait en passer 10. C'est énorme. On va passer au deuxième fait marquant de la semaine. C'est cette bataille entre deux géants de la téléphonie mobile. Ça, c'est pas forcément des gens qui jouent au foot, mais en tout cas, ils s'intéressent beaucoup au foot. C'est Ooredoo Immobilis avec cette guerre du foot. Ooredoo qui était partenaire du foot pendant 5 ou 6 ans, championnat. Ça fait rigoler un petit peu. Non, mais ça me révolte. Ça va? Ça me révolte. Allez-y, allez-y. Ça me révolte que pour 90 minutes, on puisse aller, on va dépenser 5 millions d'euros et que les gens attendent le réel comme si c'était je ne sais pas quel prophète qui allait venir nous rendre visite. Mais c'est aberrant. On fait de n'importe quoi maintenant de notre Algérie. Ils ont de l'argent à jeter. Moi, je préfère que ces gens-là auraient mis cet argent dans l'attribution, dans l'aide aux écoles de foot mais ils le font, c'est prévu dans je sais pas quoi. Mais écoutez, ce n'est pas ramener, construire quelque chose, oui, mais ramener un club pour 90 minutes, se bagarrer comme ça, c'est ridicule. Que ce soit pour les deux compagnies. On a bien ramené Maradona pour le lancement de... C'est ridicule. La différence, juste pour répondre à Nordin Saadi, je le rejoins. La différence entre Mobilis et Ooredoo, justement, c'est que Mobilis allait ramener le Real Madrid pour 5 millions d'euros, juste pour 90 minutes. Alors que Ooredoo, c'est un contrat qui a été signé, un contrat de partenariat pour un projet de 2 ans renouvelable. Projet de formation, c'est un vrai partenariat. Oui, alors je retire ce que j'ai dit pour Ooredoo. Voilà. Je préfère ça. C'est bien de placer son argent pour le long terme. Voilà. Mais pour 90 minutes, c'est ridicule. Alors c'est un contrat d'image avec le Real. Alors qu'est-ce qu'il y a en gros dans le contrat, je résume. C'est-à-dire que des stars du Real peuvent prêter leur image à Ooredoo pour des spots de pub, etc. Il y a le gros du contrat, c'est un partenariat pour la formation et la création d'écoles de football avec le centre de formation avec le Real Madrid. Et il y a un projet de match entre le Real et un club en Algérie, etc. Mais le gros du projet, c'est la formation et la formation des jeunes catégories de footballeurs algériens avec l'école du football. Mais ce qui est intéressant dans la thématique, c'est cette guerre, parce que en fait, le plus grand pourvoyeur d'argent frais, c'est les opérateurs téléphoniques qui se prêtent une guerre. On va refaire un peu l'histoire. Ooredoo a fait un passage assez réussi parce que ils ont réussi à accompagner l'équipe nationale durant 2 Coupes du Monde. La Coupe du Monde 2010, ça veut dire l'image de l'opérateur a été rehaussée en plus de leur vente. On ne va pas rentrer dans leur chiffre d'affaires. Le DG de Ooredoo s'en chargera beaucoup mieux que moi. Mais en termes d'image, ils ont envoyé l'équipe algérienne en 2010, en 2014 et surtout en 8e de finale de Coupe du Monde. Et puis il y a eu on était encore au Brésil pour la plupart. Il y a eu cet incident où Ooredoo voulait prendre et transporter les joueurs, parce que c'est ça, les joueurs juste après la Coupe du Monde, à Doha au Qatar, ce qui a fait complètement basculer les forces en présence. Et c'est Mobilis qui a tout récupéré, qui a récupéré la donne. Championnat, Coupe d'Algérie et équipe nationale. Et là, Ooredoo qui, cette semaine, revient en force après un discours du DG lors d'une rencontre avec la presse. Je pense que vous y étiez, Jamal Rachdi, qui a un petit peu replacé les choses et qui a contré son concurrent direct et qui là
dans un secret total, a attendu vendredi dernier pour s'afficher avec El Butragueño et annoncer ce contrat et ce partenariat. Ça veut dire que Olido montre ouvertement qu'il ne veut pas lâcher le football chez nous et que cette guerre est loin d'être finie. Est-ce que, à votre avis, le football reste encore vendeur et la meilleure image qu'il peut avoir? Plus qu'avant. Preuve, ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire ce sont deux grands opérateurs téléphoniques qui ont choisi de marier leur image avec le football. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se retrouvent sur le même marché. C'est-à-dire ils s'attaquent au même club. Bon, il y a l'équipe nationale, tantôt c'était le Ooredoo, maintenant c'est Mobilis. Il y a aussi les clubs de première division aussi qui sont, faut pas oublier. C'est-à-dire les deux opérateurs et même les trois opérateurs se partagent les clubs. Se partagent les clubs algériens et ce sont de grands pourvoyeurs de fonds pour ces clubs. Maintenant, pour ce qui est de cette histoire de Real Madrid, bon, c'est clair qu'il y a eu une action, après il y a eu un tacle. C'est comme, ils sont un petit peu, c'est comme dans le foot. Et pour ce qui est de l'avenue de Real Madrid et des fameux 5 millions d'euros, je tiens juste à préciser, bon, je ne suis pas l'avocat de Mobilis, mais ce n'est qu'un journal espagnol, Marca pour ne pas le nommer, qui a donné le chiffre. Ce n'est pas encore officiel et on attend toujours la communication officielle de l'opérateur historique algérien, Mobilis, pour donner plus de précisions sur ce contrat ou est-ce que... Voilà. Apparemment, aucun accord avec... Il a dit que c'est le premier contrat avec un opérateur algérien. Non, je crois que d'abord Ooredoo a une marge beaucoup plus importante. Ils ont pris de l'avance par rapport à Mobilis en matière d'image dans le football national. Ils ont commencé avec l'équipe nationale de football, il y a aussi le handball au dernier championnat du monde. Ils ont 8 clubs de championnat de Ligue 1. Même si ça a été un véritable bid. Maintenant, la question du retour de Ooredoo ça veut dire qu'au niveau de Ooredoo, on réfléchit peut-être un peu mieux. Il y a un déficit en communication du côté de Mobilis. On ne peut pas expliquer ça autrement. Le président de Mobilis s'est trompé d'adresse. Parce que s'adresser à des intermédiaires, au lieu d'aller frapper à la bonne porte, je crois que c'est ça qui l'a induit en erreur. Et maintenant, Ooredoo a su prendre le moment voulu pour passer à l'action et ils ont réussi un coup de pub exceptionnel. La question qu'on se pose, messieurs, on va pas être les chargés de com de ces compagnies. Pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça va apporter au football. Nordine a dit à juste titre, ce qui m'intéresse, c'est voir entre guillemets du pognon, du fric, de l'argent. C'est le nerf de la guerre, surtout en football, surtout en 2015, où la réussite de tous les projets dans le football dépend de la manne financière. Qu'est-ce que ces opérateurs, au lieu de se faire une guéguerre, et même si c'est une guéguerre dans le bon sens, qu'est-ce que ça peut apporter à notre football, à nos clubs? On a vu notamment lors de la rencontre avec la presse, certains responsables de clubs ou présidents de clubs qui étaient présents, qui ont... on va dire une manne ou un budget pour gérer une saison, mais c'est seulement pour l'élite, pour la compétition. Est-ce que ça peut aider à la formation? Est-ce qu'on peut... Ça aurait pu aider énormément le football national si, par exemple, les deux se sont adressés directement au futur de notre football. C'est quoi le futur de notre football? On parle tout le temps de la formation, mais on n'a même pas de centre de formation. Si tous les deux se sont engagés et ils ont, disons, orienté leurs forces, leurs finances vers la construction de vers, par exemple, ramener des techniciens qui vont nous montrer comment réellement ne pas se tromper, comment construire un centre, aider au financement de ces centres. Là, je pense que ça aurait été meilleur que de s'adresser au Real Madrid. On regarde des exemples dans des pays où ça développe. Emirates, par exemple, je sais que c'est pas leur rôle. Où le sponsor majeur a construit le stade d'Arsenal, si je ne me trompe pas. Ils vont construire le stade du Milan ainsi aussi. Voilà, c'est des clubs qui sont complètement refondés, reconstruits. Est-ce que... Moi, je suis entièrement d'accord avec Nordine. Par exemple, le partenaire, que ce soit Ooredoo, ou Mobilis ou Jay-Z, un partenaire de la téléphonie mobile. Je pense qu'ils auraient pu, dans les accords passés avec les clubs, dire que cette enveloppe
et ce budget qui va être débloqué sera partagé entre une partie pour la construction d'un centre de formation, par exemple, et l'autre pour le port de l'image, etc. Ça aurait pu se faire. Parce qu'on est en train d'injecter de l'argent fou dans certains clubs. Il faut le dire. Hein. Pour ne pas le nommer, le Mouloudia a quand même près de... Enfin, ça dépasse les 15 milliards chaque année. Énorme. Et c'est énorme. On aurait pu... Quand on voit où ils sont. Il faut savoir où ils sont d'abord. On va en parler dans quelques instants. Oui, Alors, ça reste rapidement. Ça reste des sponsors. C'est des sponsors, c'est pas des partenaires. Exactement. Voilà. Ils ne peuvent pas exiger des clubs. Voilà, c'est au club de gérer. Ça, c'est notre débat. Quand j'ai de l'argent, je peux exiger. Non, mais je dans peux le cadre exiger. d'un sponsoring, moi on parle de partenariat aujourd'hui. Dans le cadre d'un sponsoring, c'est-à-dire que ce soit Ooredoo, que ce soit Mobilis qui était avant ou Jay-Z, donc ils se partagent quelques clubs de la Ligue 1. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre, comme disait coach Saadi, dans le cadre d'un partenariat, peut-être que moi je vais plus loin, moi j'irai plus loin. Il y a la construction de nouveaux stades qui va voir le jour, qui va apparaître. Il y a le stade d'Oran, le stade de Baraké, ou peut-être provisoirement, on ne sait pas encore sûr, il y aura l'organisation de la Coupe d'Afrique 2017. On espère que ça se fera et que l'Algérie obtiendra... Il y a le stade de Tizi aussi qui serait prêt en 2016. Donc moi je pense que de ce fait, à partir de là, à partir de la Coupe d'Afrique, avec un partenariat avec... C'est une institution, le Real Madrid, c'est un club historique. C'est-à-dire que s'ils peuvent apporter un plus, certainement, dans la formation, aider les jeunes, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, il n'y a plus de formation en Algérie. Il n'y a qu'à voir les clubs de première division. Je pense qu'il y a 1-2 joueurs maximum par club où les joueurs sont issus vraiment du centre de formation. C'est-à-dire qu'après, chaque club va du sien, il va recruter. Donc, mais dans le cadre d'un partenariat, ça peut être bénéfique à long terme. Tu penses qu'un club va refuser qu'un partenaire, j'ai bien dit un partenaire, un sponsor, lui impose la construction d'un centre de formation? Il va accepter. Non, il ne va pas refuser. Bien sûr. Il ne va pas refuser, donc il va accepter. Et ce partenaire... Mais c'est-à-dire que nos clubs se contentent... Il doit imposer dans son... c'est-à-dire que là, ça rentre dans le cadre de la gestion. Construction d'un centre de formation. Quel est le responsable de club ou le président de club qui accepte de partager le leadership dans un club? Parce que si un gros partenaire... C'est pas un besoin de Parce que de leadership. toutes les manières, l'État vous dit que c'est moi qui va construire les stades, c'est moi qui construis les centres de formation, c'est moi qui vous donne l'accord. On attend toujours. On va passer au troisième événement de la semaine, messieurs. C'est le mob de Béjaïa que vous connaissez. Le mob de Béjaïa qui semble porter, et ça lui va très bien, le costume d'un futur champion. C'est une surprise, hein, c'est un club qui est monté pour la première fois de son histoire en première division l'année dernière et qui là, caracole en tête du championnat, et il s'est même offert le luxe de cartonner le favori, champion d'Afrique en titre, l'entente de Sétif, 3-0. Le super champion d'Afrique. Est-ce que franchement, messieurs, même si la hiérarchie est toujours très très bien respectée dans notre championnat depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, où on connaît pratiquement les clubs qui sont champions, est-ce que ce petit, et je dis avec beaucoup de respect, petit club, parce qu'il est jeune en première division, mais jeune dans son histoire en première division, est-ce que vous voyez le Mouloudia de Béjaïa, un des clubs probablement les plus populaires d'Algérie avec le Mouloudia d'Alger, le CS Constantine, est-ce que vous le voyez aller titiller les plus grands et arracher son premier titre de champion d'Algérie? Aller embêter l'USMA, le Mouloudia. Il est en train de les dominer. Titiller, c'est quelqu'un qui va venir. Timidement, voilà. Non, je regrette, il est en train de les dominer. Je pense que le MOB a réellement le costume d'un club organisé, d'une structure technique bien établie, avec à leur tête M. Amrani. Et tout ce qu'ils ont fait de bien au début de saison s'avère maintenant justifié. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé certains postes, on en parlait tout à l'heure, moi et 10 de l'effectif qui a changé. Je pense qu'ils ont... Écoutez, ça se traduit par... On a parlé tout à l'heure de la stabilité de prestation. La seule équipe qui a été stable dans la bonne prestation pendant tous les matchs, c'est bien le MOB. Comment vous l'expliquez? Pourquoi ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche?
Pourquoi ça marche? Pourquoi il n'y a pas de problème au MOB? Pourquoi on ne vire pas l'entraîneur? Pourquoi quand on perd 2-3 matchs, et c'est arrivé même pour le MOB, n'est-ce pas, à Minterman? Ils n'ont pas perdu. Ça leur est arrivé de... Ils ont fait 2 faux pas à domicile. Ils ont fait 2 lors de faux la pas à phase retour. domicile. Ils ont très bien démarré. Perdre à domicile, notamment face à l'USMA. Écoutez, ce qui arrive... Ils ont gagné à l'extérieur, il y a eu pas mal de victoires à Voilà. l'extérieur. Non, ce qui arrive dans le MOB, c'est que la pyramide est respectée. Chacun a apporté sa pierre. Ils ont... Nouvelle direction. Nouvelle direction. Elle a vraiment bien travaillé au début de saison. Il y a de l'argent. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup d'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. Ils ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont Alors, voilà. Alors, comment était le MOB avant et comment il est maintenant? C'est-à-dire que moi, j'ai un peu assisté à la métamorphose de ce club. Ça veut dire qu'avant avant l'arrivée de ce nouveau staff dirigeant, il y a eu... Le président, comment il s'appelle? C'est Zizi ou... Arabe, Zizi, il y a le président Arabe et les actionnaires, il y a Zizi, il y a Kli, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tous les gros industriels de la région se sont donné le mot pour aider ce club à retrouver... Il y a une nouvelle politique de la wilaya où on oblige un peu les industriels à investir dans le football. À aider à investir dans les clubs de la ville. Il y a Candia, par exemple, à la JSMB. Voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire que c'est un club, si aujourd'hui il arrive à allier pas mal de bons résultats et s'il se retrouve en tête du classement, c'est dû à une stabilité, comme le disait M. Saadi, et aussi à un bon choix et à une nouvelle philosophie de travail, si on veut. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand on dit le MOB, un club à petit budget. Non. J'ai pas dit petit budget, j'ai dit ils ont plus de mais il le disait tout à l'heure. Moi j'ai dit ils ont plus de problème d'argent, ce qui était le cas avant. Voilà. C'est pas le Mouloudia, c'est pas l'USMA. Non, c'est pas le Mouloudia, c'est pas l'USMA. Mais détrompe-toi, au MOB, pratiquement, on va dire, les 3/4 de l'effectif touchent plus de 1 million de dinars par mois. Donc, c'est pas un club à petit budget. Un club à petit budget, c'est des joueurs qui touchent 500 000 dinars, 600 000 dinars. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 au MOB qui sont à ce chiffre-là. Mais pour revenir... Et il n'y a pas de star pourtant hein, au MOB. Non, il n'y a pas de star. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est que ils ont su cibler les postes clés et les joueurs qu'il fallait. Je parle de Hamzaoui, je parle de... Pourquoi c'est important? Et je vais revenir avant d'aller dans le camp rédactionnel. Pourquoi c'est important? Je vais me mettre à la place du coach. C'est pour ça que je demande à Nordin Saadi. Amrani qui vient avec une philosophie, c'est un entraîneur qui a prouvé que la stabilité peut payer parce qu'il est resté longtemps à Schleff, 5 ans je crois, 5 ou 6 saisons. Il a remporté une Coupe d'Algérie. Il a remporté une Coupe d'Algérie. Et un championnat. Et un championnat qui est venu après, mais le club s'est construit entre temps. C'est un gars du net comme vous, c'est Mziane Eril qui a remporté son titre il y a 4 saisons je crois, 3 Il a révélé les Soudanais, Msaoud. Soudanais, Msaoud et entre autres il y avait notamment l'ancien gardien du RC Roubaix, je crois qu'il était... Il a fait un bon passage chez Rouen de club, ça, quand même. Voilà, c'est pour vous dire que la continuité ça paye, mais ça facilite la tâche à un coach d'avoir un effectif où il n'y a pas de problème d'argent, où les joueurs sont payés régulièrement, où ils n'attendent pas leur salaire pendant 3, 4, 5 mois, où il est obligé de remotiver, de parler à la direction pour pouvoir garder son groupe un peu homogène. C'est facile de travailler dans de bonnes conditions. Moi, je déteste quand j'entends parler les gens, notamment la presse, de stabilité. Comme si c'était la stabilité qui faisait On a l'habitude les que résultats. vous détestiez. Ce Non, qu'on dit. écoutez, regardez Arsène Wenger. Moi, j'en ai marre de regarder ces matchs entre parenthèses. Ça fait combien d'années c'est pas normal. C'est pour autant qu'il ne gagne pas tout le temps des titres. Il n'y a pas de stabilité dans l'effectif. Non, à Arsenal, c'est pas il y a pareil. la compétence. Coach, excusez-moi, il n'y a pas de comparaison à faire entre Enfin, on a vu les dans championnats européens et en Algérie. Non, mais il a raison. Moi, on j'ai est pu dans dire le dans certains football. journaux que ça dit La même pas stabilité, elle que est Wenger la a vendu même. le match à Monaco parce qu'il a... la même chose ailleurs qu'ici. La stabilité, si c'est la même chose. Si des entraîneurs, on est classé premier, Mais non, on est au top niveau en Algérie. Non, Merci pour la transition parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vaste d'entraîneurs, on arrive à Charef qui revient à la maison. Harachi, Saadi estimé qu'il aurait jamais dû quitter, quitter le Harachi. Charef qui va coacher son 3e club en une seule saaison. Tu veux que je me prononce? Mais comment? Je ne m'attendais vraiment pas. Je vais pas dire que vous êtes bénévole dans cette émission. Je ne m'attendais pas. Presque payé pour. Je ne m'attendais pas à ça de Boualem. Très sincèrement, je pense Il a émis le vœu de revenir à Harachi. Souviens-toi, ici même, je t'ai dit, moi, avec toute mon expérience, si je trouvais un amoureux comme M. Laïb, je ne le quitterai plus. Quitte à toucher
qui t'a soldé ma Elle paix. est où votre caméra C'est celle-là Qui t'a soldé ma paix. Parlez à l'Aïb. Parce que non, je dis l'Aïb ou un autre président qui montre Si vous ratez la Saint-Valentin de quelques semaines, mais vous pouvez lui parler encore. de sentiments, malgré, écoutez, Sharef n'a pas réussi à comme on veut l'entendre dire le faire croire à Il est resté à Chiref. 6 ans. Il est resté 6 ans. Il a rien remporté. Mais Il a rien remporté, ouais. ils ont conjugué à deux l'objectif. Il a failli, hein. Ils ont conjugué C'était à pas- deux C'était pas l'erreur de... l'objectif. Il y a Karim Boulan qui se souvient du Grealish. défenseur... Grealish, voilà. Grealish. Non, il n'a pas Grealish et Entre Doukha. Grealish et Doukha, C'est mais une si faute c'était pas cumulée. si c'était pas cette petite faute, peut-être que le Harash aurait pu remporter une coupe d'Algérie. Laisse-moi Mais le terminer Harrach mon perdait idée. ses cadres Je chaque t'avais saison. dit que Sharef n'aurait jamais dû quitter le Harrach du fait que les gens l'appréciaient et du fait que le président aussi l'apprécie. Enfin, c'est un Il a fait mélange- une virée. C'est un mélange On d'amour aurait- haine pour Charest, Non, parce on que aurait aimé. son retour est Mais écoutez, diversement apprécié. Voilà. partir après comme ça, faire une bêtise, d'aller tout de suite à Bel Abbas, moi je sais pas, je connais bien Boualem, il a mal réfléchi sur ce coup-là. Même peut-être partir pour voir quelque chose de mieux, voir un grand club comme le Mouloudia, Sonatrach, etc. C'était pas c'est humain, c'est normal, mais quitter et repartir à Bel Abbas déjà, c'est Bel Abbas. Moi, je peux comprendre, Moi, c'est je peux Blabas qui me comprendre le gêne. choix du Mouloudia. Il serait C'est un reparti. super challenge pour lui, il avait envie de changement. fallait bien qu'il change. Mais Blabas, j'ai un peu plus de mal à Voilà. comprendre ce choix. Bien sûr, c'est un passage de trop. C'est Ouais. clair. C'est la première fois qu'il fait. C'était l'erreur de C'est-à-dire, on s'attendait beaucoup de Boualem Charef parce que c'est quand même quelqu'un de droit qui est resté à Al-Harrach pendant des années. Il n'a pas l'habitude de faire plusieurs clubs par saison. Cette fois-ci, il fait 3 clubs. C'est un peu trop. Je pense que son passage de Blabas a été un échec. D'ailleurs, même lui, il ne l'explique pas. Et maintenant, son retour de Al-Harrach, moi, je ne suis pas contre. L'essentiel, c'est qu'il reprenne un peu le cours de l'histoire, que l'histoire continue. Je me pose la question, est-ce qu'il va encore réaliser cette stabilité qu'il a déjà connue avant? C'est tout le match que je lui souhaite. En réunion, Ouais. Allez-y. j'ai eu quelques échos et j'ai des amis qui jouent à Al-Harrach et je peux vous dire que c'est lors d'une réunion avec l'Aïb entre joueurs et président, c'est certains joueurs qui auraient exigé le retour de Boualem. Exiger Émile veut. Enfin, mais, On peut l'interpréter comme on veut. Alors Rachdi, parce que Mehdi Haddad nous signale la fin de la musique. Haddad va m'attendre pour ça. Ouais. En tous les cas, au cas où le Mouloudia. Mehdi Haddad, Pepe et El Moko Belabès- doit terminer la première Au cas où partie. le Mouloudia et Belabès descendent, Boualem Charef va rentrer dans le Guinness Book. Il lui aurait fait descendre 2 clubs au cours d'une même saison. Mais attendez le face à face. Il fallait peut-être pas qu'il se précipite par rapport à. Je suis désolé. Par rapport- On parle de cette valse d'entraîneur. Moi, je pense que la consommation de Mouloudia d'Alger Je peut pense que c'est trop. nuire à la santé d'un Il fallait pas entraîneur. qu'il On se va en précipite, parler Riyad. dans quelques instants. Amit Tirman, Il fallait pas Vas-y qu'il se donc, précipite. et c'est Il la fallait pas peut-être qu'il se précipite en signant à Blabas et de faire son retour à l'USM Harrach. Il fallait peut-être qu'il attende la fin de saison, en juin, partir à l'USM Harrach, bâtir comme il le faisait avant, recruter ses propres joueurs, etc. Et repartir pour. Mais là où je suis pas d'accord avec le Cheikh Nordin Saadi, c'est qu'à un moment, 6 ans à Al-Harrach, peut-être qu'il n'est pas bien payé, il touchait certainement pas le même salaire qu'au Et il Mouloudia voulait d'Alger. vivre autre chose. Il Il voulait, pensait que le Mouloudia il voulait allait donner lui offrir. une autre dimension à sa carrière, Pas jouer le payé, Je titre. suis pas d'accord avec toi, Amine. Parce que d'après, j'ai assisté, il y a eu la dernière fois le président c'est le du Harrach, quand CSA même, qui disait en 6 ans, il a dû prendre l'équivalent Allez, de combien 10 milliards. 10 milliards, mesdames, messieurs. C'est ce qu'on va certainement pas gagner pendant la page de pub, mais on va quand même la passer. Sidi Ahmed Khadis, la page de pub et on revient pour parler Bien. du face-à-face de FaceFoot. A tout de suite. Retour sur le plateau de FaceFoot pour la deuxième partie de l'émission. On va bien sûr vous faire découvrir le thème de la semaine, c'est-à-dire le face-à-face entre les deux camps qui sont bien chauds ce soir. C'est le face-à-face tout de suite. عملوا الجالسة الأنصار يا أخو يكونوا رجال ما يحلوش هاد اللعابة
انا ما نحللش قراوي وما نحللش شاوشي وما نحلل حتى لاعب من الواحد حتى ل 24 انا ما نحللهمش باش يسلكوا مولوديهم راهم خالصين حاجه الاولى ومولوديهم وفرت لهم كلش بلا مزيدهم بصح دوك انا حاجه لا يغيظني راني نشوف الناس تهضر لا لازم نعاونوهم يا ما نعاون انا حتى واحد باسكو هاد اللاعبين ما يستاهلوش. Dernier du classement de la Ligue 1, éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Mouloudia d'Alger vit une situation inédite et inappropriée vu les moyens dont dispose le vieux club algérois. Est-ce une crise de gestion ou bien c'est le retour des vieux démons qui n'ont jamais accepté de perdre la poule aux œufs d'or? Avec seulement 21 points à son actif, le Mouloudia d'Alger file droit vers la Ligue 2, alors que l'objectif affiché en grande pompe par les dirigeants était tout simplement de décrocher un 8e titre de champion d'Algérie. Dans la tourmente, l'on continue à se jeter la balle. Certains montrent d'un doigt accusateur l'ex-entraîneur Boualem Cheref qui n'est pas du tout étranger à cette situation que vit le MCA. D'autres accusent des dirigeants en décalage avec la réalité du terrain. La société pétrolière, apparemment gênée par une tare dont elle n'a jamais souhaité supporter, multiplie les nominations de présidents, mais sans pouvoir changer quoi que ce soit. Raïssi succède à Taleb, démissionnaire, alors que les déboires continuent à l'arrivée du vieux coach portugais Arthur Jorge avec son staff ne donnera pas le plus escompté. Le mercato d'hiver arrive et les dirigeants du MCA perdus n'arrivèrent même pas à renforcer leur effectif et la hâte. Ils recrutent 2 joueurs qui ne seront d'aucun apport pour les verts et rouges, alors que le feuilleton brésilien Robertson continue à faire la une de la presse. Un coup dur pour les dirigeants, totalement dépassés. C'est bon ça. Comment vous allez aborder le prochain match? Ils veulent pas. Et avec tout ce qui arrive dans la maison mouloudéenne, on a parlé la semaine dernière d'un vol d'argent perpétré à la direction du club, ce qui illustre parfaitement l'image d'un vieux club à l'agonie. Et si la direction a montré ses limites, connaît-il des joueurs? Où sont-ils? Que font-ils pour sauver le club? Être relégué n'a jamais été une fatalité dans le football, mais la direction actuelle aura-t-elle le courage de donner un coup de pied dans la fourmilière, revoir en baisse les salaires des joueurs taxés de mercenaires, venus pour les pétrodinars, mais pas plus? Les Qarawi, Chaouchi, Yachir et les autres accepteront-ils de changer un train de vie artificiel, diront les uns, illégal, rétorquent les autres? Mais Raïssi et ses collaborateurs auront-ils le courage de la faire? Les prochaines semaines nous donneront sûrement des réponses. Vous l'avez compris dans ce sujet signé Faudel Fayed avec un commentaire d'Amin Thierman sur la situation au Mouloudia d'Alger. Une saison, j'allais dire mi-figue, mi-raisin, qui... C'est une catastrophe. Scandaleuse. Je sais pas, c'est peut-être du raisin séché, du sbib par exemple, pourquoi pas, qui met le Mouloudia d'Alger dans une situation peu enviable et peu reluisante. Ils sont derniers du classement. Au moment où on parle, ils ont été éliminés de la compétition continentale. Ils subissent les affres et le courroux de leurs supporters qui sont partis les accueillir, je crois, à 6h du matin à l'aéroport. Rien ne va plus dans la maison mouloudéenne Djamel Rachdi. Est-ce que c'est la saison de tous les dangers, à votre avis? Je crois que le Mouloudia a le coup près sous la tête, de toute manière. Et ça, c'est la résultante d'une mauvaise gestion, pas de cette année seulement. Attention, il ne faut pas être obnubilé par le titre de la Coupe, le fameux trophée de la Coupe d'Algérie. Ou de la Supercoupe. Parce que là, on les voyait champions. Hein. Non, on ne les voyait pas du tout. C'est la conséquence, c'est la résultante d'une gestion chaotique depuis 3 ou 4 ans. J'ai bien dit depuis 3 ou 4 ans. Et on l'avait dit à cette période, et les preuves sont encore là. C'est une véritable catastrophe. Sur le plan technique, sportif je veux dire, et sur le plan administratif. Vous savez que maintenant, avec l'apport de la SOTA, avec tout l'argent qui a été injecté, le Mouloudia n'est même pas structuré. Ils n'ont même pas actuellement de président, de PDG. M. Raïssi, qui est un ancien joueur et qui est aussi un employé Sonatrach, a été mis à la tête de ce club, mais il n'a pas de titre. Il préside seulement le conseil d'administration. Seulement.
Il n'y va même pas au siège réel du club. C'est pour vous dire que la situation est catastrophique. Dans déliquescence. On a commencé un projet avec M. Charef. Vous savez pertinemment que ça ne pouvait pas aboutir lorsque Charef lui-même a ramené des Je suis pas d'accord. Au départ, on a construit beaucoup d'espoir autour de Charef. Oui, on a construit, mais des espoirs, il faut les concrétiser, les espoirs. Il faut pas les diluer. Or, en cours de route, tout a été dilué et le Mouloudia s'est retrouvé dernier avec Charef et maintenant aussi. Et la deuxième grande erreur, c'est d'avoir ramené un staff technique qui n'a absolument rien à voir avec la réalité algérienne. Et on a même dit que ce monsieur était malade, avec tout le respect que je lui dois, qu'il était atteint d'un Alzheimer. Alors, est-ce que c'est réel, ça? Écoutez, si on voit ce qui se passe sur le terrain, oui, c'est réel. Est-ce que je peux poser une question Honnêtement, pardon. Parce que lorsque vous avez une équipe constellée de stars qui touchent 350 millions, 380 millions par mois... Il faut relativiser star, hein, moi j'y crois. Non, je dis star. Oui, le star entre guillemets, j'ai dit entre guillemets. Et qui n'arrive même pas à faire trois passes consécutives, ou qui joue contre une équipe d'interquartier, une équipe Tassel. Je vous pose une question, Jamal Rachid, si vous permettez. C'est pas possible. Enfin, je les ai vus contre le Mob, je crois, à Omar Hamadi, à Boulorine. C'était un des rares matchs où le public, et heureusement qu'il y a encore le public, qui les pousse à se transcender. Parce mais on sent qu'ils ont du mal à construire. Oui, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment. Ils ne travaillent pas suffisamment. Je suis désolé. Tout a été dit sur le Mouloudia. Je n'ai pas envie de... Non, rien n'a été dit, justement. Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais dire juste une chose. J'ai vu le match, enfin, une partie du match de Coupe d'Afrique au match aller contre l'équipe du Sahel, au stade de Bollorine. Franchement, j'étais choqué. Je connais du niveau. C'est incroyable. J'ai jamais vu le Mouloudia comme ça. Jamais. Non, c'est rare de voir un match comme ça. C'est pas un Mouloudia. C'est-à-dire, même en 3e division, tu ne trouves pas une équipe qui n'aligne pas 3 passes. C'est affreux. C'est pas digne. Incroyable. C'est pas digne. Le retour, ça a été pire encore. Non, le retour, moi, j'ai pas vu. Le retour a été pire. Mais je parle du match de Bollorine. C'est franchement honteux. C'est une honte. Pourtant, jamais un club algérien n'a joué un match de Coupe d'Afrique de cette manière. Je dis bien jamais. Et encore moins le Mouloudia. Mouloudia, c'est un club qu'on connaît quand même. Le CRB, quand ils avaient perdu 7-0 face à... Non, ils ont joué. Mais est-ce que Riyad, ils avaient du mal à remporter le match. Ils n'ont pas pu le remporter dans les années. Que tu joues et que tu perds, c'est une chose. Mais que tu ne joues pas. Il n'y a pas, même en championnat, c'est une équipe. C'est une équipe qui n'aligne pas 3 passes. Est-ce que je vous pose une question, Jamal Rachdi? Est-ce qu'il ne fallait pas que le Mouloudia soit repris par la Sonatrach? Est-ce qu'il fallait voir avec une entreprise publique, privée? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la Sonatrach a pris un club qui s'appelle le Mouloudia et qui va le faire descendre en 2e division. Donc il fallait pas... Voilà le résultat. La gestion... Non mais vous parlez de 3 ou 4 ans, mais je trouve que le Mouloudia jouait mieux à 3 ou 4 ans. La gestion de cette... Non, même à l'époque de Nordin. Non, pardon, j'ai dit que... Il n'y a plus de jeu, il n'y a pas de foot. J'ai dit que maintenant, c'est la résultante, c'est la conséquence de la politique qui a été suivie. À l'époque, il n'y avait pas de foot. Non, je parle de maintenant. Non, je parle de la politique qui a été suivie. On était en train de rentrer dans un mur en klaxonnant. Vous voyez? Et ça, c'est la résultante. Ça ne devait arriver. Moi, j'ai comme la faute. Oui, pardon. J'ai comme la faute à certains que tu connais bien, qui se disent membres du conseil d'administration, qui ont feinté et qui ont jeté ces dirigeants de Sonatrach qui sont arrivés, qui ne connaissent rien, avec Boumela et le reste. Quand je dis qu'ils ne connaissent rien, ce n'est pas une insulte, c'est la réalité. Mais les rares gars qui étaient restés dans le sillage du Mouloudia depuis longtemps, ce sont eux qui ont tout mal fait. Nordin, lorsque vous avez des gens qui viennent dans le monde du football, il y a à peine 4 ans, c'est des arrivistes, et qui se retrouvent à la tête de ce club, aussi prestigieux, et qui décident de tout, ils n'ont aucune connaissance du football. On a ramené quelqu'un... Mais les anciens qui sont restés ne connaissent rien aussi. Il était peut-être bien en matière de sponsoring, peut-être qu'il a ramené 1 ou 2 sponsors. Mais il n'a rien à voir avec le recrutement d'un entraîneur. Est-ce que c'est votre diagnostic? Est-ce que c'est ça les causes du... Mais naturellement, les causes. Il n'y a personne. Il n'y a pas de personnage charismatique qui dirige ce club. Il n'y a qu'un, c'est le vide total. C'est la différence qui fait... Mais un club un club mythique comme ça qui n'a plus de charisme... Lorsque vous avez des dirigeants qui complotent avec certains journalistes, avec tout le respect que j'ai pour la corporation dont je fais partie, pour ramener des entraîneurs, pour ramener des joueurs... Ah, vous faites du Sadi, là?
Ah, je fais du Saadi, oui, je le fais. Je m'identifie à lui. La réalité ne m'appartient pas. Je m'identifie à Elle peut lui, être, parce que c'est la réalité. C'est la réalité, Exactement. malheureusement. Ouais. On décide de saboter un entraîneur qui allait venir, autrement dit, M. Bazdarevich, quand on est de la Ligue, Je m'en souviens. pour aller ramener quelqu'un qui était chez lui depuis 2006 ou 2007, si mes souvenirs sont bons, qui n'a plus travaillé et qui est malade. On C'est un ramène choix- un staff c'est un technique. choix mystérieux, Pardon, quand même. On ramène un staff technique qui n'a rien foutu pendant 4 mois maintenant. Sinon, le résultat, lorsque vous avez un entraîneur qui arrive, il apporte sa philosophie, il apporte sa poigne, il apporte son esprit. Il y a rien dans Au cette moins un équipe. déclic psychologique. Il n'y a rien dans cette C'est pire, équipe. c'est même pire que. Écoutez, c'est même pire que On a même fait oublier l'échec de Charef. Lorsque l'entraîneur il Mais la nous dit différence- je ne sais pas, je ne sais Charef, pas, il a le mérite ça d'avoir veut dire gagné la quoi Supercoupe pour moi. Mais à la différence, par Ils exemple. ont bien joué aussi. Et ils ont bien joué, ils ont dominé. À la Ils différence, ont dominé l'USMA. à l'époque. Je vais parler justement de l'USMA parce que c'est aussi le club algérois qui a été repris par une entreprise qui est le TRHB, à sa tête Haddad. La différence, c'est que même l'USMA au départ, c'était difficile la première saison, mais après les dirigeants, ça se C'était voyait un qu'ils avaient. industriel qui avait du mal à rentrer dans le monde du football. Il y Voilà, avait il du faut temps. pas se voiler la face. C'était difficile parce qu'il faut vraiment connaître les rouages du football. Mais eux, en moins, ils avaient des projets. Ils avaient des projets à long terme. Ils ont construit des choses, etc. Mais le Mouloudia, comment on dit l'expression, mal blarae. C'est-à-dire que c'est un club où Il y a eu des certains fois choix. Le choix de Renard, par il y avait exemple, des matchs. qui a prouvé sa qualité en remportant 2 Coupes d'Afrique. Courbis, qui a Mais remporté... qui n'a rien fait à l'USMA. Ouais. Je crois que pour un côté, l'USMA Enfin, c'est. c'est On va pas ça le débat. C'est pas ça Non, le non, débat. le Je débat veux- c'est aussi, il se trompe lui. Quand il dit le TRHB, ils étaient. Ils ont fait une grosse erreur aussi. C'est d'écouter des gens qui n'avaient rien à voir. mais après, ils ont oui, mais écouté je le sais, des mais ça, c'est entraîneurs vrai. qui Ils ont n'ont fait ce que j'ai jamais dit. La entraîné, première qui sont saison, venus ils ont de fait beaucoup- petites divisions, ils ont fait beaucoup qui ont d'erreurs entraîné la en première. jeunes et qui les ont pris, qui leur ont pris Ils ont la fait tête. beaucoup d'erreurs. Ils ont eu le mérite de se corriger. non, Oui, ils ont eu le mérite de se corriger. Est-ce que le Mouloudia Au fur et à va pouvoir mesure. avoir Voilà, la ils ont fait beaucoup ressource d'erreurs pour se en première corriger? année, c'est vrai. C'est pour C'est comparer. Riyad, pour Écoutez. revenir simplement au sujet, je peux vous donner une information. Vous savez que le conseil d'administration du Mouloudia actuellement, qui est composé de représentants de la Sonatrach dans leur majorité, des gens sincères, qui connaissent peut-être pas la gestion du football, mais qui prennent quand même des décisions concernant, eh ben ces décisions ne sont pas appliquées. Pour la simple et bonne raison que l'actuel président... Pourquoi et par qui? Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas une autorité sérieuse dans ce club actuellement. Vous savez que l'ex-président, avant de partir, M. Hajdal pour ne pas le nommer, ou pour le nommer, maintenant que je le nomme, il a gelé, Excellent. il a débat. gelé les salaires des joueurs. Vous pensez que c'est normal? Des joueurs qui ne sont pas payés depuis 3 mois. C'est vrai C'est qu'on vrai. leur demande beaucoup. On leur demande quoi? Beaucoup, non. On leur demande le minimum. De faire leur boulot. leur job, simplement. Mais ils ne sont pas payés depuis 3 mois. Est-ce que c'est une décision rationnelle de geler les salaires? Est-ce qu'il a le droit de geler les salaires? Et actuellement, le nouveau président, M. Raïssi Krimo, qui est un ami, il n'arrive pas à débloquer la situation. Et qu'est-ce qui a bloqué les comptes du Mouloudia, Jamal Eh Haji? ben, c'est l'ex-coordinateur, que je ne citerai pas. On peut le dire, c'est Omar Gharib. Il a très peu de cheveux. Vous Voilà. le citez, moi je ne le cite pas. Voilà. a bloqué les comptes du Mouloudia. Oui, il a bloqué les comptes du Mouloudia. Au même moment, pardon, au même moment où le club, le CSA, reçoit une mise en demeure, la dernière, pour une nouvelle saisie du siège du Mouloudia, pour des antécédents que le coordinateur lui-même n'a pas payé. Mais à part le feuilleton brésilien, Par exemple, à part le feuilleton brésilien de l'ex-président Robertson, Amrous, par exemple. C'est pas grave, Mais pourquoi? moi j'étais au Mouloudia à l'époque de Amros et de Omar Gharib. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que vous dites qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui à la Sonatrach, à la tête de la Sonatrach, qui ne connaissent rien au football, qui émergent dans le milieu du football, qui ne connaissent pas. Peut-être qu'à l'avenir, ils feront moins d'erreurs. Mais là, moi, je ne pas faire les thèmes. Voilà. Donc, ok. C'est le Mouloudia, c'est pas n'importe bien quel sûr, club. c'est un club prestigieux, c'est le doyen des clubs algériens. Mais aujourd'hui, comme vous dites, le président actuel du Mouloudia, qui est M. Karim Raïssi, à ma connaissance, est un ancien joueur de football. Il a joué au football. Écoute-moi, Donc, je n'enlève rien. Je n'enlève rien à la courte carrière de Raïssi au Mouloudia. Oui, mais il a joué au football. Il a joué au football. Il sait ce que c'est que le Est-ce qu'il football. a les reins solides pour diriger un club? Bah voilà, donc la question se pose. Comment on dit la ruse
de la Sonatrach maintenant, des responsables actuels de la Sonatrach, je parle de ceux qui s'occupent du football, c'est d'avoir fait appel à des anciens du Mouloudia. À de mauvaises pour leur dire personnes. que si on descend, c'est vous les anciens joueurs, tout simplement. On ramène là ici, on ramène M. Zénir, on essaie de coller encore la Zizi. C'est qui? C'est des anciens joueurs. Bien sûr. Mais peut-être que le soir. Mais les anciens joueurs sont arrivés trop tard. Il ne suffit pas d'être ancien joueur seulement pour diriger. Mais pourquoi le Mouloudia marchait bien du temps où, comme vous dites, il y avait ce certain coordinateur qui était Omar Ghrib et qui est arrivé à remporter. C'est vrai que ça marchait quand même mieux. J'ai remporté. Ça marchait mieux parce qu'il était. Ça marchait mieux. Tout est relatif. Le aussi, dernier hein. championnat qu'a remporté le Mouloudia, j'ai été présent. On a remporté le championnat en 2009-2010. Avec 13 joueurs issus des catégories inférieures. Bien sûr. Il y avait Koudri, il y avait Bouchama, il y avait. 13 joueurs sur les 23. Il y avait Besrel. Mais pourquoi certains adeptes de Omar Ghrib vous diraient Ken Waqf à le club. C'est vrai ou pas? Bon, ça suffit pas. Ken Waqf, tu sais, Riyad, il y a toute une gestion derrière. On voit la GSK où qu'elle est. C'est pas suffisant. C'est une question on est dans la modernité. C'est pas comme ça qu'on gère les clubs. Maintenant, le Mouloudia, elle est malade de deux choses. D'abord, la décision de ramener le Sonatrach, franchement, c'est une. J'allais dire une bêtise, c'est un ponte du Serra qui a vendu ça au pouvoir, croyant qu'il allait ramener la sérénité et aussi pour protéger le Mouloudia contre la rue, contre la politique, contre je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Et la deuxième chose, c'est le milieu du Mouloudia. Le milieu du Mouloudia, il est pourri, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Que ce soit les anciens joueurs, que ce soit les anciens dirigeants, ils font tout pour... en fait, ça a toujours été quelque part une vache laitière et les gens veulent profiter. Voilà, exactement. Ils veulent encore profiter. Mais excusez-moi, je voudrais ajouter un petit truc. Aujourd'hui, si on croit la philosophie et la politique des dirigeants, ramenez Boualem Sharif, lui donner carte blanche, il libère 15 joueurs, il ramène ses joueurs. Le Mouloudia, on ne le souhaite pas. Si jamais le Mouloudia se retrouve en D2, pourquoi ne pas avoir laissé Boualem Sharif et que ce soit Boualem Sharif qui descende en D2 avec le Mouloudia? C'est lui qui est responsable. Exactement. Pourquoi l'arrêter en milieu de saison? C'est un projet à long terme. Moi, je suis d'accord avec C'est un projet à long terme. Bien sûr. Pourquoi le parcours pourquoi l'arrêter? Assumer son choix. Bien sûr. Il serait peut-être pas descendu en plus. Pourquoi l'arrêter à mi-chemin? Laissez-le finir son travail. S'il échoue, c'est de sa faute. Vous lui donnez carte blanche. Au Mouloudia, tout le monde décide. Au Mouloudia, tout le monde décide et ça a toujours été le cas. Je n'ai jamais été d'accord d'arrêter Boualem Sharif. Moi, je suis d'accord avec. Vous l'avez ramené, vous lui avez donné carte blanche, n'est-ce pas? Excuse-moi, Rachid. Vous lui avez donné carte blanche. Messieurs, silence, s'il vous plaît, on va avoir l'avis du coach. Le club est les mains de la rue. Il faut le signaler. Quand vous parlez de dirigeants et vous disiez, je me souviens très bien de votre expression, une épaule et l'autre. Quand des dirigeants ou des responsables ou des propriétaires d'un club font un choix. Jamel parlait de l'Azizi et de Zenir. Mais ça, pour moi, ils ne sont pas responsables en cas de descente. C'est les gens qui les ont choisis. Il y a des décideurs qui doivent assumer. Les gens qui ont choisi Boualem On aurait dû le laisser. L'ont lâché. Je suis désolé, Riyad, on n'a pas mis le couteau sous la gorge à Raïssi, ou à Zenir, ou à l'Azizi. C'est des gens qu'on a sollicités. Non, mais c'est des enfants du club, c'est normal qu'ils répondent présent. Ils vont pas tourner le dos au Mouloudia à ce moment-là. On les a sollicités, ils ont accepté. Mais devant l'histoire, ils vont assumer une descente, peut-être une descente. Je ne les souhaite pas. Messieurs, voilà, on termine avec le face-à-face. Beaucoup de grinta de la part de Jamel Rachi. Parce que c'est malheureux de ce que vit un club aussi prestigieux. Mais si le Mouloudia descend, est-ce que c'est catastrophique, non? Il va remonter. Il y a l'homme de la situation. Il est juste là, monsieur, à ma gauche. Non, parce qu'il a déjà remonté le club. Il a remonté Mouloudia. Non, mais quand on parle voilà. Descendre, on remonte, le Mouloudia ne mourra pas. Il restera Mouloudia. Simplement, il faudra maintenant s'occuper de construire le club, non l'équipe. Bien sûr. Et là, le gros problème. Merci, Nancy Sadi. On va passer à la dernière partie. Par rapport aux moyens qui ont été mis en début de saison. Vous restez sur le terrain, je vous expulse pas, mais vous restez pour la troisième partie. Non, pas carton jaune, mais je peux pas. Ils viennent d'arriver, je peux pas l'expulser tout de suite. Allez, jaune, c'est derrière. On va passer à la troisième partie. Le face à vous, votre rubrique, la dernière de FaceFoot.
Alors messieurs, j'ai du mal avec ce sujet du Mondial. On aurait dû parler d'autre chose, d'Arsenal ou du Barça, ça aurait été un peu moins chaud. Ou d'Everton, voilà. J'ai pensé au premier club de Cantona, Leeds, mais je crois qu'il n'existe plus, Leeds. On va passer aux questions Facebook et on va regarder la première avec Rachid Barbanera. Alors ça c'est un pseudo, Barbanera c'est quoi? Barbe Noire, c'est ça? Oui. Rachid Barbe Noire. Donc on va regarder ce qu'il nous propose. Le comportement, voilà, il voudrait qu'on parle des comportements des pseudo-supporters et ils sont aussi furieux que Jamal Rachdi à Oran parce qu'ils avaient cassé tous les sièges bleus du stade Zabana. Vous laissez la chaise tranquille, hein, Jamal Rachdi, s'il vous plaît. Il veut aussi qu'on parle de la sénilité. Ça ne me concerne pas, ça concerne Rachid Barbanera. La sénilité de Hanashi. Le pauvre Hanashi qui se bat comme un beau diable pour son équipe et son club, la JSK. La vraie face cachée de Boualem Sharef, je ne sais pas c'est quoi, peut-être il y a une partie de la face cachée que vient de nous dévoiler Sid Ahmed Khadis. Bon courage, j'espère que Jamal Rachdi, le grand Pépé El Moko, voilà c'est son pseudo Facebook, sera de retour de Dubaï. Il est bien informé, hein. Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais il doit bien vous connaître, Jamal Rachdi. Rachid Barbanera. Alors, on a parlé du Mouloudia et de ce qui s'est passé à Oran notamment, et on condamne bien évidemment, même s'il y a une grosse frustration des supporters. On a tellement peu de stades, si on commence quand même à les casser, on n'en s'en sortira plus. Sénilité de Hanashi, je ne sais pas s'il parle de ses sorties médiatiques controversées. Je ne pense pas que Hanashi soit sénile, mais il se sent peut-être un petit peu plus isolé maintenant qu'il y a quelques années. La face cachée de Boualem Sharef, messieurs, vous allez m'expliquer ce que veut dire Rachid Barbanera, Jamal Rachdi. La face cachée de Boualem Sharef, je crois que c'est cette mutation qu'a fait Boualem Sharef durant cette saison. En tout cas, son image a pris un sacré coup. Elle a pris un sacré coup, avec d'abord son passage au Mouloudia où tout le monde attendait, comme on en parlait tout à l'heure, et que ça a été finalement une forme de bide. Il est sorti un petit peu par la petite porte. Le seul satisfaction qu'il peut s'enorgueillir d'avoir eu, le grand comportement, c'est qu'il a refusé tout dédommagement du Mouloudia. Il faudrait quand même le mettre à son actif. Et maintenant, partir à Belabès et revenir à El Harrach, faire trois clubs en une seule saison, c'est ça un petit peu la face cachée. Peut-être qu'on était habitué à un Boualem Sharef stable. Voilà. Stable et fort, avec des décisions qui lui ont presque valu un titre, même s'il l'a frôlé et caressé sans le gagner. Je parle de la Coupe d'Algérie avec la JSK. On n'a pas beaucoup de temps, on va avoir un autre commentaire, on va le voir. Et maintenant, on connaît le deuxième prénom de Lionel Messi. Il s'appelle Zoher, voilà, Zoher Messi, qui nous dit, au sujet de Fekir, je pense que le joueur va choisir le projet sportif. Si la France le réclame, c'est tout à fait légitime, en tout cas pour Zoher, parce qu'elle l'a formé. Même le président Aulas a totalement raison. Donc, au lieu d'attendre à chaque fois les fruits de la formation française, on doit songer à améliorer notre propre formation. Il est plutôt de votre avis, Rafik Habibia, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait. Enfin, j'ai déjà développé ça et je suis d'accord avec lui. Légitime. Voilà, c'est légitime, c'est tout à fait normal qu'il. Ce qui est à la France doit rester à la France, c'est votre avis, Nordin? La France ou un autre pays, hein, je dis la France parce qu'il a été formé par les clubs français. Ça lui ira mieux, là. Fekir, ça lui ira mieux, les Bleus. Je pense que ça résume tout. C'est parfait. On va terminer avec une fille, c'est la deuxième de FaceFoot, Malia Malou. J'avoue que j'étais stupéfait un peu par son com, on va le lire. Alors, ça c'est une fille, messieurs. Hein. Alors, comme quoi, si on dit qu'il n'y a pas des footeuses en Algérie, on ne le redira plus. Les centres de formation, point d'exclamation. Il existe combien sur le territoire national? Comment ça se passe à l'intérieur des centres de formation? Quels sont les moyens dont ils disposent? Pourquoi un joueur professionnel touche un salaire mensuel de 7 chiffres alors qu'un jeune n'a même pas un équipement complet? Comment et par qui sont-ils gérés? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein, des centres de formation gérés. Y aurait-il un article qui oblige chaque club pro à avoir son propre centre de formation? Est-ce que la solution idéale pour rehausser le niveau du championnat est qu'il qui est en chute libre? Merci. Je pense que Jamal Rachdi, vous avez trouvé un prochain dirigeant au Mouloudia d'Alger qui sait de quoi il parle. Oui, je crois qu'elle est plus avancée que beaucoup de nos dirigeants. Parce que si on arrive à réfléchir. Ah, c'est pointu, hein, quand même. Hein. Non, si on arrive à réfléchir de la sorte, ça veut dire que cette personne, elle sait de quoi elle parle, en tous les cas.
chose qu'on ne trouve pas auprès de... où on pense simplement au résultat, à la quête du résultat, à la quête de la popularité. Voilà. Des fois c'est tellement navrant qu'il est inutile de parler de la situation actuelle du football algérien. Je vais me retourner vers Nordin avant que tout le monde ne s'endorme. Je vois Amine qui vaille. Vous avez arpenté les mains courantes de plusieurs stades. Vous avez coaché beaucoup de clubs. Vous avez vécu plus de 30 ans, 33, ou on compte plus. Hein. Quand on aime, on compte plus, hein, n'est-ce pas, dans des stades. Est-ce que la formation, à votre niveau, un coach de votre niveau, est-ce que ça peut encore botter à l'entraîneur d'aller former des jeunes joueurs, former des talents? Est-ce que ça vous donne encore envie de laisser l'élite et aller fabriquer des futurs footballeurs? Est-ce que ça vous tente encore? Le problème, ce n'est pas d'être tenté, mais ils ne veulent pas. Moi, je peux me dire ici que je me suis proposé à le faire à Chlef, parce qu'ils ont réellement une pépinière, une véritable pépinière. Mais si tu veux prendre les jeunes, ils veulent te payer avec des clopinettes. Donc, ça se résume à ça. Il n'y a pas d'intérêt aussi qui puisse attirer les formateurs vers la formation. C'est ce que dit Malia Malou, elle parle d'équipement, de jeunes, de salaire de jeunes, mais en fait c'est l'argent dans la formation, il n'y a pas d'argent. Les coachs ne sont pas bien payés, ils ne sont pas motivés. Ni pour les coachs, ni pour les jeunes. Exactement, j'allais un peu extrapoler par rapport à ce qu'elle a dit. Un joueur professionnel touche un salaire mensuel de 7 chiffres, alors qu'un jeune n'a même pas d'équipement. Et il n'a certainement pas de salaire. C'est aussi un petit sandwich exactement, un petit sandwich au fromage et au pâté de volaille et pour ne pas dire on au rentre à la maison. Voilà. Non, mais c'est exactement la même chose pour les entraîneurs. Il y a des entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1 qui touchent des salaires entre 70 millions et 130 millions. Et que ce soit leur adjoint ou que ce soit les entraîneurs de catégorie jeune qui touchent des salaires de 3-4 millions. C'est pas normal. C'est-à-dire que les questions doivent se poser. C'est là, quand on sait que... Ils ne sont même pas assurés, il y a des entraîneurs dans les catégories jeunes. On ne parle même pas de l'assurance parce que ça c'est un tout autre débat. Mais on parle de salaire. Si on ne veut pas mettre de l'argent dans la formation et dans ceux qui font la formation, on ne risque pas d'avoir des futurs footballeurs. Même pour les joueurs, il faut savoir. On restera dans les feuilletons Fekir. Il faut savoir que même les parents, même les parents de ces enfants-là, des gosses qui sont joueurs dans les jeunes catégories, maintenant ils préfèrent que leurs enfants fassent à notre sport parce que c'est très dangereux. Maintenant ils partent dans des clubs où parfois j'ai joué au football. Sid Ahmed va certainement être d'accord avec moi, même si lui il jouait au Nadu Sendé qui est une vraie école. Eh ben, nous, on jouait des matchs amicaux où l'entraîneur nous demandait de ramener de l'argent avec nous pour se déplacer en bus. C'est-à-dire qu'il fallait voir les parents pour qu'on nous donne 30 dinars pour qu'on se déplace à Chiraga pour qu'on joue un match amical. Et donc pour vous dire que même les parents, aujourd'hui, ils s'entraînent dans des petits périmètres comme ça. Merci messieurs, avec cette question de Malia Malou, on arrive à la fin de Face Foot. Aujourd'hui, une émission qui, j'allais dire, qui sent le feu et le soufre, pardon. On arrive à la fin, on parlera donc... voilà, la page Facebook de Face Foot s'affiche en bas de votre écran. Voilà, si vous voulez commenter l'émission et bien sûr nous proposer des thèmes pour la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Il va y avoir du ciseau dans cette émission, je suis certain. Merci à tous. Merci à vous d'avoir veillé tard ce soir avec nous. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de Face Foot. À la semaine prochaine. Bonsoir.